Donc, on va peut-être se présenter rapidement. Je pense que vu qu'on n'est pas très nombreux, on peut faire un tour général. Donc, moi, c'est Marie Dumoulin, je suis chargée de projet à la Fédération Addiction. Et je travaille notamment sur tous les projets qui ont trait à addiction et précarité, donc notamment en lien avec la Fédération des acteurs de la solidarité. Donc, je vais pouvoir passer la parole à ma collègue Fanny Guémer. Bonjour, Fanny Guémer. Donc, je suis chargée de projet addiction et précarité au siège de la Fédération des acteurs de la solidarité. Et je travaille principalement sur les projets addictos en lien avec la Fédération Addiction et donc plus particulièrement avec Marie. Et je passe la parole à Clotilde. Clotilde Hop, et donc moi je suis chargée de mission sur les questions de santé, notamment à la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France. Je suis plutôt l'interlocutrice régionale. Alors, il y a aussi Laetitia Augereau. Oui, bonjour à tous. Laetitia Augereau, donc je suis directrice d'un XAPA en Seine-et-Marne, dont le siège est à Provins. Et je suis également déléguée de l'Union régionale Île-de-France de la Fédération Addiction. Et on a aussi du coup Mickaël Amoudi et ses collègues. Alors bonjour, moi c'est Mickaël Amoudi, je suis animateur socio-éducatif dans l'équipe Cadence, qui est une équipe mobile rattachée au XAPA Georges Sand, qui est à Vers-sur-Marne, et je suis avec mes collègues, donc Lucille Rosset, qui est assistante sociale. Voilà, bonjour. Avec aussi Pauline Bloch, qui est IDE, donc infirmière au sein du dispositif. Et nous avons aussi Monsieur Sada, qui ne va pas tarder à nous rejoindre, qui est éducateur spécialisé. Merci. Alors du coup, s'il y en a qui veulent se... J'ai vu déjà des petites présentations en parallèle. Donc, s'il y en a qui veulent se présenter aussi à l'oral, n'hésitez pas. Hein. Et du coup, on a Loïc Chailloux, qui est éducateur spécialisé sur un XAPA dans le 91. Valentina Vushkova, chef de service au centre Gutenberg. Ah, donc avec un public jeune. Et Sarah Ressouche, pardon, désolée si j'écorche, hein, assistante sociale dans un XAPA du Sud-Est. Et du coup, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas, hein, il y a la conversation, c'est pratique aussi. Voilà, du coup, aujourd'hui, ce qu'on propose, on va peut-être représenter rapidement le projet. Alors, on a une petite slide. Vous voyez mon écran, là? Ouais. On va vous présenter juste rapidement le projet pour que voilà, on puisse un peu dire là où on en est, etc., dans quel contexte le webinaire s'inscrit. Et puis après, l'idée, c'est qu'on revienne un peu rapidement, on va essayer de faire rapidement avec Fanny, revenir un peu sur les enjeux de la réduction des risques en hébergement. Et éventuellement aussi, on se disait que ça pouvait être intéressant de refaire une rapide présentation des structurations respectives du secteur de l'addictologie et de la HI. Et après, l'idée, c'est que voilà, Mickaël et ses collègues puissent vous présenter le dispositif qu'ils ont mis en place au sein du XAPA. Et voilà, que ça sert un peu d'exemple, que ce dont on parle de manière un peu théorique avec Fanny soit illustré de manière plus concrète avec cet exemple-là. Mais du coup, n'hésitez pas tout au long à poser vos questions. Le plus simple, c'est de soit utiliser la conversation, mais c'est un peu plus dynamique quand les questions sont posées aussi à l'oral. Donc, il y a la petite option lever la main, c'est plus facile pour nous en bas. Comme ça, on peut voir directement qui veut prendre la parole. Voilà. Et donc, pour revenir un peu sur ce projet, donc c'est un projet qui a démarré en février dernier et qui s'inscrit dans la continuité de tous les travaux qui peuvent être faits de manière commune entre la FAS et la Fédération Addiction sur justement la réduction des risques en hébergement. Puisqu'on on a édité déjà différents outils, fait différents projets, notamment régionaux sur la question. Et c'est vrai que la crise sanitaire a quand même amplifié les enjeux qui étaient déjà préexistants. Donc, on a continué d'essayer de travailler au mieux sur la question. Et donc là, c'est un projet qui nous sert de point d'étape quelque part, puisque ça permet déjà de continuer à essayer de diffuser cette logique de coopération, de faciliter justement ces coopérations. Et puis, ça nous permet aussi de faire un peu un état des lieux sur les pratiques, les besoins existants sur le terrain pour qu'après, on puisse y répondre au mieux. Parce qu'il y a toujours des nouveaux projets à venir, mais autant qu'ils soient le plus adaptés possible.
Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un premier état des lieux auquel je pense certains d'entre vous ont répondu, parce qu'il y a un questionnaire qui circule toujours d'ailleurs, qu'on avait fait passer en amont de ce webinaire et qui nous sert du coup à savoir justement un peu plus où en sont les pratiques, les besoins, et qui permet de constituer une cartographie. L'idée étant que ce soit plus facile de s'identifier entre professionnels, soit s'il y a des besoins, par exemple, d'accompagnement, qu'on puisse savoir, qu'on puisse le mentionner, qu'on aimerait bien monter une coopération, et puis éventuellement aussi que ça puisse permettre de repérer des structures qui ont une expérience et des pratiques, voilà, comme celle qui va être présentée par Mickaël, voilà, qu'on puisse éventuellement les contacter pour dire un peu voilà, comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous avez monté ce dispositif, etc. Et donc là, du coup, ces webinaires-là, c'est aussi un peu cette logique-là, l'idée étant voilà, de favoriser l'échange de pratiques, puisque c'est pas forcément facile de s'en parler quand on est un peu dispersé sur un territoire, et donc de pouvoir faciliter voilà, la connaissance de tout ce qui peut se faire sur le terrain, mais qui n'est pas forcément facile à identifier. Et à la suite de ça, il y aura une dernière phase, une fois qu'on aura clôturé les webinaires, qui sera à nous, de notre côté, de commencer à éventuellement réfléchir et produire certains outils qui auront été identifiés comme pertinents via tous les temps, toutes les remontées qu'on aura pu avoir. Et puis je pense qu'on va faire justement l'analyse un peu de ces pratiques besoins pour qu'on puisse un peu orienter les projets suivants selon tout ce qu'on aura pu avoir comme remontée. Du coup, je vous propose qu'on revienne un peu sur les enjeux de l'accueil inconditionnel, mais je pense que la plupart, quand vous êtes intéressés, que vous êtes là, vous savez déjà un peu quels sont les enjeux au final que ça soulève. Mais voilà, l'idée étant que, au final, les personnes qui ont les publics en situation de précarité sont particulièrement touchés par les pratiques addictives. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, mais en tout cas, il y a des prévalences qui sont parfois plus élevées. Et l'idée étant de faire en sorte que ces consommations ne soient pas facteurs d'exclusion pour des personnes qui sont déjà dans des situations compliquées. Donc la crise sanitaire, évidemment, ça a exacerbé ces enjeux-là, parce qu'il y avait quelque part l'enjeu de confiner les publics avec leur consommation. Donc c'est vrai que ça a pu bousculer aussi certaines pratiques, accélérer certaines transformations. Donc l'idée, voilà, c'est de faire en sorte que nous, on accompagne au mieux ces transformations-là. Et pour revenir sur la réduction des risques, il y a un enjeu. L'enjeu majeur, c'est de garantir un cadre sécurisant à la fois pour les personnes qui sont consommatrices et qui sont accueillies, pour voilà, que leur consommation ne soit pas un facteur aggravant de leur précarité, etc. Mais aussi qu'à l'inverse, ce soit aussi un cadre sécurisant pour les personnes, pour l'ensemble des personnes de la structure, donc à la fois les personnes consommatrices, non consommatrices et aussi les professionnels, que tout le monde quelque part s'y retrouve. Et on voulait revenir aussi un peu très rapidement sur la réduction des risques, parce que c'est un vocabulaire qui est aussi très lié au secteur de la dictologie, mais qui n'est pas forcément évident de savoir concrètement de quoi est-ce qu'on parle. Et donc c'est un concept, quelque part un gros changement de paradigme qui a eu lieu au moment de l'épidémie du VIH, du sida dans les années 70, où l'urgence, c'était plus de faire en sorte que les personnes arrêtent de consommer, mais finalement qu'elles réduisent les risques qui étaient liés à leur consommation, que ce soit pour elles, mais aussi les personnes qu'elles pouvaient avoir dans leur entourage. Et donc ça a induit un gros changement, notamment de la manière de considérer l'usager, c'est-à-dire d'avoir vraiment une réflexion globale sur tous les risques que sa consommation comporte, que ce soit du point de vue sanitaire, mais pas seulement, aussi les risques sociaux, économiques, etc. Et ça a amené à le considérer comme étant, à redonner sa place centrale dans son parcours. C'est-à-dire qu'on fait plus malgré l'usager, mais on fait vraiment avec lui et qu'on lui redonne aussi quelque part sa capacité de choisir, etc. Donc ça se traduit concrètement, ça se traduit à la fois par des outils. Bon, le plus emblématique, souvent ce à quoi on pense en termes de réduction des risques, c'est les seringues, etc. Mais il y en a pas mal d'autres. Et ça commence à avoir des outils qui sont vraiment très variés. Et l'émergence de l'AVA, par exemple, ces dernières années, qui rentre aussi dans le cadre d'outils de réduction des risques. Mais il y a aussi, au-delà de ces outils-là, il y a aussi un enjeu du coup de posture. C'est-à-dire que faire de l'usager l'acteur de son parcours, ça implique aussi d'avoir une posture plus à l'écoute, etc. Et ça implique aussi
des formes de participation dans les structures. Du coup, là, voilà, la réduction des risques, on voit quand même que ça pose aussi voilà, certains enjeux qui sont très liés du coup à la notion d'hébergement, de parcours de vie. Voilà, si on veut diminuer les risques de manière globale d'un point de vue social et économique, ça veut dire que ça s'inscrit aussi dans les lieux de vie des personnes. Et donc, les deux enjeux majeurs qu'on identifie quand on travaille sur cette question-là, c'est du coup le côté garantir l'accueil inconditionnel des personnes tout en ayant un cadre sécurisant pour elles et pour les personnes qui sont autour. Donc, c'est un vrai travail en interne, que ce soit sur les réglementations, le fait d'adapter un peu comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on intègre les consommations dans le lieu de vie, sachant qu'au niveau de la loi, par exemple, les produits qui sont considérés comme légaux, tels que l'alcool et les cigarettes, on ne peut pas les interdire dans les structures. Mais entre tout interdire et tout autoriser, des fois, il y a des marges de manœuvre, d'amélioration, et ça peut se faire de manière aussi progressive pour que chacun puisse prendre ses nouvelles marques avec ces nouveaux repères-là. Voilà, et du coup, la deuxième chose aussi, c'est le fait de faciliter la mise en place d'un accompagnement. Voilà, une fois qu'on a garanti un peu ce cadre-là pour tous, l'idée, c'est aussi que les personnes qui le souhaitent, elles puissent avoir accès plus facilement à des personnes qui sont spécialisées dans les suivis en addictologie. C'est ce qu'on pourra revoir aussi avec la présentation de Mickaël tout à l'heure sur les consultations avancées. Voilà, pour remettre un peu le cadre sur les enjeux qui sont soulevés quand on parle de réduction des risques en hébergement. Du coup, juste, on voulait vous présenter rapidement les secteurs de l'accueil, hébergement, insertion, mais on va le faire assez rapidement, je pense, avec Fanny, je te laisse la parole. Oui, merci. Oui, alors on va le faire à très grands traits, hein. C'est juste pour resituer l'ensemble des dispositifs de l'insertion. Alors, on a différents types de services, alors AHI et puis médico-social. Dans l'AHI, vous allez retrouver les accueils de jour, les équipes mobiles 115, SIAO, qui vont travailler sur toute l'orientation, l'accueil et l'orientation et la mise. Ce sont des structures qui ont une mission dite de première ligne pour orienter les personnes. Ensuite, vous avez l'hébergement d'urgence et l'hébergement de stabilisation. Alors, les CHU plutôt sur une mise à l'abri et éventuellement de l'orientation. Et puis, sur les CHRS, soit de la stabilisation pour l'orientation ou des CHRS d'hébergement insertion pour travailler l'insertion notamment par le travail, etc., l'accès à l'autonomie des personnes. Et puis ensuite, les dispositifs de logement adaptés qui permettent d'accompagner dans des dispositifs spécifiques les personnes, les résidences sociales pour des personnes en logement temporaire qui sont en capacité d'occuper un appartement autonome et qui sont en attente de logement, les pensions de famille qui s'adressent notamment à des publics plus spécifiques, avec notamment, on peut penser à des troubles psy ou des personnes en grande exclusion qui ont besoin d'une présence. Sur les dispositifs autres, vous avez tout le médico-social, l'aspect santé avec les LHSS, les ACT, qui prennent en charge des personnes avec des pathologies. Des pathologies somatiques. On a tous les dispositifs SIAE qui accompagnent à l'insertion par l'emploi adapté et pour des personnes éloignées de l'emploi. Et tous les dispositifs du DNA qui accompagnent notamment des personnes demandeurs d'asile. On a aussi les CHU, des dispositifs qui permettent d'accompagner les personnes en situation régulière et irrégulière. Et pour faire à grands traits, ces équipes sont majoritairement composées, alors du côté de la HI, plutôt des travailleurs sociaux, mais on voit émerger, je le vois dans le cadre des projets qu'on mène en commun avec la Fédération Addiction, notamment sur des accueils de jour, de la présence d'infirmiers, où on voit que ça constitue des leviers, notamment sur les questions de santé, mais aussi sur les questions d'addiction. Et évidemment, toutes ces structures peuvent être confrontées à l'accompagnement de personnes ayant des conduites addictives et sont amenées à travailler avec les dispositifs de l'addictologie que Marie va vous présenter. Alors,
Ouais, alors sur les dispositifs de la dictologie, alors ils sont majoritairement répartis dans 3 secteurs. Donc le secteur médico-social, hospitalier et le secteur de ville. Donc dans le secteur de ville, c'est évidemment tous les médecins généralistes, pharmacies, etc., qui sont parfois restructurés en réseau de santé, mais qui ont un rôle à jouer en termes de prévention, repérage et éventuellement suivi des personnes qui peuvent avoir dans leur file active. Dans le secteur hospitalier, il y a surtout les consultations hospitalières. Et on a aussi des équipes de liaison et de soins en addictologie, qu'on appelle les ELSA, qui sont chargées de faire un peu le suivi de manière transverse entre les différents services. Et enfin, dans le secteur médico-social, donc secteur qui est quand même majoritaire du coup dans le milieu de la dictologie, il y a les XAPA et les CARUD, les deux ayant des missions relativement similaires, mais la différence majeure, c'est le fait que le XAPA soit plus en lien avec un accompagnement en termes de soins, etc., là où les CARUD n'ont pas forcément vocation à avoir cet accompagnement en termes de soins, mais va être plus centré autour de la réduction des risques des consommations. Et après, donc, il y a évidemment les dispositifs en ambulatoire, voilà, et il y a aussi des dispositifs qui sont avec hébergement. Mais les XAPA, on dit souvent que ce sont les acteurs aussi qui sont ressources par rapport à tous les autres dispositifs qui peuvent être touchés ou de près ou de loin par les problématiques addictives. Donc, il y a vraiment des enjeux de partenariat, donc notamment avec le secteur de l'accueil hébergement addiction, mais pas seulement. C'est aussi, il peut y avoir beaucoup de coopération avec le milieu de la justice, l'éducation, les entreprises, etc. Et du coup, c'est vrai que nous, on encourage aussi beaucoup du coup, ces coopérations avec les XAPA et les CARUD qui peuvent vraiment être des supports pour justement accompagner les personnes qui sont accueillies dans le secteur de l'accueil, hébergement, insertion. Et pour revenir du coup sur les différentes évolutions, donc les évolutions majeures dans le secteur de la dictologie ces dernières années, c'était notamment le fait qu'on soit sorti d'une approche par produit, mais qu'on ait une approche beaucoup plus graduée et transverse. Ce que j'ai mis sur la diapo précédente d'ailleurs, c'est que les missions qui incombent aux professionnels de la dictologie, ça va vraiment de l'intervention précoce, donc le fait de pouvoir éventuellement agir avant que les problématiques soient installées, de la prévention jusqu'aux soins et à l'accompagnement, en passant bien entendu par la réduction des risques. Donc on a vraiment une approche qui est très graduée au fur et à mesure des différents stades qui peuvent être rencontrés par les personnes. Et un des gros changements qui est aussi induit par la réduction des risques dont on parlait tout à l'heure, c'est le fait qu'on soit sorti de l'abstinence comme étant la seule finalité. Ça fait partie des choses qui peuvent être proposées, qui peuvent être envisagées par les personnes, mais c'est pas. Il y a aussi, on parle beaucoup de maîtrise de sa consommation, etc. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir gérer sa consommation selon les risques qui sont associés. Et Fanny, si tu veux revenir. Oui, et sur le champ de l'accueil, hébergement, insertion, alors on a la mise en place des SIAO qui date un peu, mais qui a vocation de recenser les places, de gérer les appels, d'évaluer les besoins et le suivi des parcours, et qui constitue aussi un observatoire sur les besoins en termes d'hébergement. Et puis le principe du logement d'abord, qui existe maintenant depuis quelques années également, qui permet d'avoir une approche différente de l'approche jusque-là en place, c'est-à-dire de rompre avec ce principe d'escalier et de faire du logement, l'approche par le logement plutôt que le logement comme l'aboutissement d'un parcours, mais plutôt un outil à l'insertion. Et alors, je ne sais pas, Clotilde, si tu veux peut-être donner des petites spécificités de l'Île-de-France, s'il y a des choses que tu veux rajouter. Parce qu'on a été à grands traits, mais peut-être qu'il y a des choses à dire sur l'Île-de-France qui pourraient être... Alors, en particulier, le fait qu'il y a une saturation quand même des dispositifs d'insertion qui est très forte en Île-de-France et qui marque vraiment le paysage, avec, malgré les places supplémentaires actuelles, quand même des demandes non pourvues au 115, des difficultés de fluidité au niveau du SIAO, et où on se rend compte que pour diverses raisons, les publics restent longtemps dans les structures d'insertion. Il y a notamment les publics qui sont en situation administrative précaire, sur lesquels on a du mal à avoir des régularisations par les préfectures, et donc qui vont rester plusieurs années, voire parfois 10 ans, voire parfois plus, dans des centres d'hébergement d'urgence, et sur lesquels le parcours vers le logement, alors nous déjà
on porte le logement d'abord, de dire on n'est pas obligé de passer en centre d'hébergement d'urgence puis en CHRS pour accéder au logement. Et il y a des très belles expériences qui montrent d'accéder direct, qu'il n'y a pas de prédictibilité à la capacité à habiter et que on peut très bien accompagner les gens en faisant accéder directement au logement. Mais aujourd'hui, c'est encore là aussi, c'est compliqué en Île-de-France le déploiement du logement d'abord, même s'il y a des initiatives, notamment du fait que le secteur du logement est saturé et que les associations peinent à capter des logements. Donc, c'est un peu la spécificité francilienne, ça serait une grande saturation des dispositifs, mais en même temps, des grandes inventivités aussi des équipes et un grand dévouement des équipes pour essayer quand même d'accompagner au mieux les personnes malgré cette saturation. Merci Clotilde. Je ne sais pas si Laetitia, d'ailleurs, si vous voulez en faire de même avec les spécificités du secteur addictologie en Île-de-France, c'est des choses qui... Je ne vais pas avoir d'éléments particuliers à dire sur l'Île-de-France qui est très, très étendue et je pense qu'il y a des différences aussi en fonction grande couronne, petite couronne, les départements qui peuvent être très ruraux dans la grande couronne et qui du coup vont avoir d'autres difficultés aussi que ce que Paris, intramuros ou petite couronne vont vivre. Parce que quelquefois les centres sont très éloignés des personnes et on est obligé d'être très inventif et d'avoir des équipes mobiles et l'aller vers en tout cas se développe énormément dans des départements où la ruralité est importante. Donc on est obligé d'être innovant dans les dispositifs qu'on va proposer pour les usagers. Après, tout ce qui a été dit, c'est ce qui se passe dans l'Île-de-France, l'Exapa, avec les différents dispositifs d'hébergement collectif, individuel. Et je pense qu'il y a aussi, à un moment donné, un travail à faire sur les spécificités justement de ces hébergements collectifs ou individuels, parce que chaque structure va avoir des manières différentes d'aborder et d'accueillir les personnes, même dans l'inconditionnalité. Et la RDR, justement, va se décliner différemment. Ouais, mais c'est vrai que c'était l'objectif en ayant un webinaire grande couronne, petite couronne aussi, pour repartir de ces spécificités-là. Et du coup, j'en profite pour faire aussi une transition sur la dernière partie qu'on voulait voir sur les différences qu'il peut y avoir entre le secteur de la dictologie et de la chimie, mais aussi les points communs. Bon, sur les constats partagés, je pense que c'est des choses qui semblent, enfin, qui coulent de source, je pense, pour la plupart, mais c'est voilà, le fait que les publics rencontrés soient souvent communs. C'est pas systématique, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quand même voilà, des personnes qui fréquentent les deux dispositifs, que évidemment les secteurs sont confrontés aux mêmes évolutions sociétales et en termes de politique publique, etc., aux mêmes dynamiques, et qui partagent aussi des valeurs communes. Et sur les différences majeures, ça se situe surtout au niveau, par exemple, des objectifs et des professionnels, des profils de professionnels qui exercent du coup dans chacune des structures. Parce que l'objectif, quelque part, des structures addictologiques, c'est vraiment d'avoir un suivi, etc., du point de vue de la santé, du soin, tandis que celui des structures d'hébergement est plutôt de rediriger vers le soin, vers les dispositifs de droit commun et pas de l'internaliser. Et ça fait un peu le lien aussi avec du coup la temporalité qui est pas vraiment la même entre le secteur de l'accueil, hébergement, insertion qui se veut plutôt dans la mesure du possible une transition dans le parcours des personnes avec l'idée qu'elles puissent accéder autant que faire se peut à une forme d'autonomie. Tandis que les structures de la dictologie, elles ont vocation à accompagner les personnes sur le temps long, c'est-à-dire vraiment tout au long de leur parcours. Et c'est vrai que du coup, d'où l'idée aussi de faire en sorte que les personnes puissent avoir accès à un suivi, à un accompagnement, pas forcément de manière internalisée dans les centres d'hébergement, mais qu'elles puissent être mises en lien avec des personnes
du secteur de la dictologie pour qu'elles puissent être suivies sur le long cours, indépendamment quelque part de leur parcours d'hébergement qui peut être des fois un peu plus haché. Voilà. Donc c'était pour cette partie un peu introductive sur comment ça se passe du côté des deux secteurs. Et du coup, on veut laisser la parole à Mickaël du coup, pour qu'il puisse vous présenter concrètement comment ça se joue en termes de coopération avec le dispositif Cadence qu'ils ont pu mettre en place au XAPA Georges Sand. Alors, rebonjour tout le monde déjà. Donc, je vais me représenter. Donc, moi, je m'appelle Mickaël Amoudi, je suis animateur socio-éducatif au sein de l'équipe mobile Cadence. Et j'ai une deuxième casquette, je suis également père aidant. J'ai fait un DU de tabacologie, des formations en addictologie, et je finalise une certification patient expert qui est enregistrée au RNCP, donc Répertoire national des compétences professionnelles, avec France Patient Expert Addiction, que vous devez peut-être certainement connaître. Et donc, l'équipe Cadence est née, elle, il y a déjà 6 ans bientôt, donc en 2016. C'est une équipe qui a été montée de toutes pièces par monsieur Fénas Morad et madame Gisèle Olivier, ainsi que aussi monsieur Denis Callier, donc, et Vincent, qui était un éducateur qui était sur place. Et c'était l'ambition d'aller directement vers les personnes qui sont précaires, et qui est une consultation en fait avancée en addictologie. Cadence fait partie du XAPA Georges Sand, donc Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, qui regroupe en fait un CTR, un centre thérapeutique résidentiel, et l'équipe Cadence. Nous sommes un XAPA qui n'est pas ambulatoire, en fait, c'est un XAPA résidentiel. Donc, le CTR comporte 13 places pour des personnes qui souhaitent être accompagnées dans un parcours de soins, de manière à tout simplement soit rester abstinent, soit développer le contrôle des consommations et pouvoir être ensuite réorienté après le soin sur des dispositifs type, pourquoi pas, ACT, appartement thérapeutique, communauté thérapeutique. Tout est faisable. Nous avons également au sein de ce CTR 2 places disponibles pour la détention, c'est-à-dire on peut faire des parcours de soins en retirant des personnes de détention pour les mettre directement dans le dispositif du CTR afin de les accompagner, sachant que de plus, Cadence le XAPA est référent du pénitencier. Donc, en fait, Cadence, nous intervenons tous les vendredis en détention en fait, auprès de détenus, de manière à les écouter et puis à voir si on peut leur proposer des dispositifs, soit pendant la détention ou soit en sortie sèche directement, pour qu'ils puissent tout simplement être orientés. Notre travail, généralement, c'est de mettre en place des partenariats avec différentes structures et de se déplacer pour aller voir les personnes, soit dans leur hébergement, ou soit directement dans la rue. On maraude aussi également avec la Croix-Rouge, avec laquelle on a des événements qui sont très réguliers et très récurrents. On a par exemple l'accueil de mots, l'accueil de jour de mots, où on a justement madame la directrice qui est présente aujourd'hui dans cette conférence, et on a signé récemment en fait une convention partenariale, où on intervient sur cet accueil, sur ce public, et on discute avec les personnes qui souhaitent aborder le sujet des addictions, en tout cas de leur consommation. Notre travail principal à nous, c'est de faire de la réduction des risques. On considère que déjà dire bonjour à quelqu'un dans la rue et qui est assis par terre, c'est commencer à faire de la réduction des risques. Et on n'est pas du tout dans des concepts d'abstinence, on est vraiment dans des concepts de contrôle de consommation. Bien sûr, c'est toujours sous réserve, que ce soit bien sûr la personne accompagnée qui en émette le besoin. Si on va avoir quelqu'un qui a des problématiques mais qui ne souhaite pas aller dans un parcours de soins, on ne peut pas continuer à l'accompagner, et on ne peut pas l'accompagner parce que ce n'est pas de son fait ou de sa volonté. En tout cas, on va faire tout ce qu'on peut pour donner des orientations en fait, aux travailleurs sociaux qui vont être sur les structures, mais notre travail a certaines limites, comme ne pas regarder par exemple les gens mourir, parce que quand on accompagne quelqu'un, il y a des personnes qui parfois ne veulent absolument pas entendre le soin et souhaitent absolument rester figées et cristallisent tout, de manière à ne faire que consommer et se détruire. Donc, à un moment, notre accompagnement a aussi cette limite. On ne peut pas aller trop loin. Comme je vous l'ai dit, l'équipe est composée aujourd'hui d'une infirmière, donc Pauline Bloch, donc IDE, d'une assistante sociale, donc Madame Rosset-Lucille, et d'un éducateur spécialisé, donc Hakim Sada. Nous accueillons également prochainement une psychologue le 17 janvier, qui rejoint le dispositif, et nous sommes en cours de recrutement d'un médecin, d'un morceau de médecin, pour pouvoir faire les accompagnements.
Il y a plusieurs questions qui ont été posées de manière à un petit peu étayer un petit peu le dispositif. On nous demande quel type de problématique en fait, on pourrait rencontrer aujourd'hui autour des consommations. On aurait pu rencontrer autour des consommations. Et la première problématique, c'est le déplacement. Souvent sur des personnes qui sont en très très forte consommation et qui ont des grosses difficultés à pouvoir prendre les transports, à pouvoir se déplacer, ne serait-ce que marcher. Et déjà, aller vers, ça règle une vraie problématique. Ensuite, il y a l'accompagnement et la méconnaissance des addictions en fait, pour les structures. On travaille avec énormément de structures où les professionnels ne sont pas formés à l'addicto. Ce n'est pas leur travail de faire du suivi addicto. Et donc, nous faisons régulièrement avec les structures avec lesquelles nous signons des conventions, en tout cas avec lesquelles nous sommes partenaires, des sensibilisations de manière à leur expliquer comment ça fonctionne, quels sont les produits, quels sont les dispositifs qui sont autour pour faire les orientations. Et ça leur permet aussi à eux d'identifier des publics au sein de leur structure et à nous les orienter beaucoup plus facilement, en tout cas pour pouvoir amorcer, enfin au moins ne serait-ce qu'un début de discussion avec des personnes qui le souhaiteraient, en tout cas qui pourraient poser problème en termes de questionnement. Donc il y a aussi le principe de la stigmatisation, énormément de stigmatisation encore aujourd'hui. Comme vous le savez tous, j'imagine, le milieu de la dictologie est un milieu qui est très jeune en France. On n'est pas du tout pareil que nos voisins. Et la dicto 2.0, que je me permets d'appeler comme ça va faire à peu près 10-15 ans qu'elle existe et elle commence vraiment à émerger que depuis 5-6 ans. On a un vrai changement au niveau des dispositifs du gouvernement et un vrai changement au niveau de la pensée générale en fait, sur la manière d'aborder le sujet des addictions. Et l'autre problématique aussi, c'est que du fait de stigmatiser, on marginalise. Donc, beaucoup de personnes qui quittent les structures de manière volontaire et qui retournent à la rue et qui se remettent en danger parce que quand elles arrivent dans une structure, on a pu entendre parfois, je vais être un peu cru dans ce que je vais dire, mais c'est un alcoolique, donc forcément, il est violent, il tape sa femme et il pue. Donc, c'est des gens qui ne supportent absolument pas ce genre de stigmatisation et qui parfois souhaitent plutôt disparaître. Et du coup, on n'arrange pas la situation. Donc, il y a aussi un gros travail, si je peux dire, d'éducation, en fait, qu'on fait autour de ça, autour du non-jugement, qui est extrêmement important dans le travail qu'on fait, de la peur aussi, parce que si on a peur et qu'on juge, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, on essaye un petit peu de sensibiliser autour de tous ces questionnements. On avait une autre question sur quelles actions éventuelles communes en fait, on aurait pu mettre en œuvre avec quels moyens. Aujourd'hui, on a des actions communes, en fait, par exemple sur des permanences avec des pensions de famille. Je vous parlais par exemple de l'accueil de jours de mots. Nous intervenons aussi par exemple sur le mois sans tabac, sur la structure de Chemambry, en fait, le CHU d'Arcy. On est en cours de finalisation d'un projet sur la VAP et la précarité aussi, parce que la VAP, comme ça a été expliqué tout à l'heure dans le slide, a pris énormément de place et surtout, c'est une place qui est maintenant considérée par le gouvernement et c'est là où ça devient intéressant et on peut en parler et c'est un produit qu'il ne faut pas négliger. Par contre, on considère en fait que dans notre manière de travailler, le tabac est une porte d'entrée beaucoup plus simple pour pouvoir ouvrir en fait la connaissance du parcours de la personne et surtout tout ce qui va être polyaddiction. Parce qu'en fait, le tabac est tellement normalisé aujourd'hui dans notre société qu'on ne considère pas au niveau du public précaire que c'est une drogue. Donc, c'est beaucoup plus facile de l'utiliser pour pouvoir s'introduire en fait sur comprendre ce qui peut tourner autour et souvent, ça donne des excellents accompagnements parce que ça nous permet d'arriver sur des accompagnements qui tiennent la route. Ensuite, on avait une autre question sur comment vous organisez-vous pour travailler ensemble. En fait, c'est assez simple. On est une équipe mobile. On a des réunions régulières, donc 2 fois par semaine. Excusez-moi, 1 fois toutes les 2 semaines. Des analyses de la pratique. On débriefe et on briefe très régulièrement en équipe. On s'appelle tout le temps au téléphone. On entretient des plannings qui sont des plannings partagés. En fait, on a une vraie démarche de travail totalement indépendante et mobile, mais aussi de coordination, sachant que chaque personne au sein de cette équipe est capable de coordonner justement le travail qu'on fait. Et c'est toute la particularité de notre travail, c'est qu'on nous demande d'avoir une extrême autonomie. Il faut être capable d'être extrêmement autonome. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on est recruté. C'est ce qui nous permet de nous organiser. Et ensuite, on avait quels sont les freins et les leviers rencontrés. En fait, j'aurais envie de dire, sur les freins, c'est la méconnaissance des addictions, en fait. C'est toujours le concept encore jeune
de ce qu'est la dictologie, hein, de la personne, du produit, de l'environnement et des conséquences de son comportement. C'est en fait ça. C'est-à-dire que souvent, on réduit les personnes en fait, uniquement au produit, alors qu'en fait, il faut regarder un peu plus loin. On part du principe que lorsqu'on accompagne quelqu'un, ce qui est important, c'est d'observer la souffrance et pas d'observer le produit en priorité. C'est quelle est cette souffrance, d'où vient cette souffrance, et donc pourquoi je cherche à éteindre cette souffrance. Et à partir de là, on va pouvoir travailler sur des accompagnements où on va faire du contrôle de consommation, par exemple. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de conseiller. Si la personne veut absolument de l'abstinence, on fait de l'orientation sur de l'abstinence, hein. On peut faire des cures, des orientations, des choses comme ça. Mais on s'intéresse d'abord à la personne. Et ça va peut-être nécessiter parfois 3-4 entretiens. On va peut-être très peu parler de produits, mais beaucoup parler avec la personne, d'elle, de son environnement, de ce qu'elle fait, de ce que ça représente pour elle et de ce qu'elle s'imagine faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si elle arrive à se mobiliser ou en tout cas à imaginer quelque chose. Mais la personne est au centre de notre travail. Et quels sont les impacts de ces actions et les évolutions constatées? Les évolutions constatées, c'est la réduction des risques. C'est des équipes aujourd'hui dans différentes structures qui sont extrêmement intéressées par le sujet de la dictologie parce qu'elles ont envie de comprendre et de mieux accompagner aujourd'hui les personnes qui sont hébergées. Et force est de constater que oui, ça donne des résultats parce que maintenant que ces travailleurs sociaux ou que ces personnes professionnelles savent un petit peu quels sont les enjeux et qu'est-ce qui est un petit peu l'addiction, on a du coup une sensibilité en fait, de ces travailleurs, de ces professionnels, qui est très utile aujourd'hui dans le cadre des accompagnements. Et ils se mobilisent beaucoup plus. Et c'est là en fait, où il y a un vrai résultat sur l'accompagnement lui-même. Parce que généralement, dans certaines structures, on a pu constater qu'on nous appelait pour faire une intervention sur une problématique, sur une personne. Et force est de constater que parfois, ça fait tellement peur et on connaît tellement pas en fait, qu'on nous le remet dans les mains. Et ensuite, c'est vous débrouillez, vous faites l'orientation, vous faites tout. Alors qu'à la base, c'est quand même à la structure de faire aussi le travail d'accompagnement. Mais ça fait tellement peur et c'est tellement pas compris que du coup, il a un peu ballotté le suivi. Et lorsque nous, on fait nos entretiens et qu'on continue à faire notre boulot à côté, dès qu'on est parti, en fait, il n'y a pas de continuité de prise en charge en fait, au sein de la structure. Et c'est là en fait, où il y a eu un réel changement. C'est-à-dire que maintenant, ça ne fait plus peur, on essaye de comprendre, on a envie d'accompagner et du coup, on fait des orientations et on est sur du double travail qui a une vraie utilité, un vrai travail complémentaire et surtout pluridisciplinaire. Voilà. Merci pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions, même dans le chat, hein, du coup, je sais qu'il n'y a pas de micro. Oui, vous m'entendez? Ouais. Bonjour, je voulais savoir si votre équipe intervient aussi sur Paris ou est-ce qu'il a une limite géographique? Alors, très bonne question. On a effectivement une limite géographique. Aujourd'hui, l'équipe Cadence n'intervient que sur le 77, donc la Seine-et-Marne. Et encore, c'est sur la partie… donc, comment? Oui, parce qu'on n'est que 4 aussi. Voilà. Après, peut-être qu'on agrandira en fait le giron. Mais c'est vrai que quand l'équipe, à mon avis, sera un peu plus grande, on pourra intervenir sur tout le département. En tout cas, mais pas à Paris. Et dans tous les cas, on va, par exemple, on est à Chelles, on arrive parfois à faire des interventions sur Coulommiers, ce qui fait un grand écart. Donc, le temps étant toujours problématique dans les accompagnements, la temporalité. Donc, on essaye de ne pas aller trop loin pour bien profiter de ce temps. Alors, moi, j'ai peut-être une question, enfin, ou réflexion. Vous évoquiez tout à l'heure la question d'un peu créer une culture commune et de travailler auprès des équipes sociales aussi à déstigmatiser les consommations. Comment ça se passe on est dans un secteur où il y a quand même un turnover qui est assez important. Est-ce que vous faites des sensibilisations souvent? Comment est-ce que du coup vous travaillez cette question-là du changement de regard aussi des équipes sociales qui est à mon avis nécessaire et fondamental, vous l'avez bien dit. En fait, on travaille sur deux sessions. En fait. La sensibilisation, elle se passe en 2 temps. Le premier temps, ça va être 3 heures de présentation et d'échange en fait, avec les équipes autour des produits du parcours de soins
des conséquences et de ce qu'est l'addictologie et la réduction des risques. Et ensuite, on va se revoir un mois plus tard et on va débriefer en fait 3 heures avec toute l'équipe en fait pour voir quelles sont les situations qui auront pu être identifiées en fait par les équipes. Donc en fait, le travail qui se passe en 2 temps fait qu'on arrive à aborder tous ces sujets sensibles sur justement la déstigmatisation, sur le fait de ne pas juger, sur le fait de contrôler sa peur, sur le fait voilà, de déconstruire en fait techniquement tout ce qu'on avait en fait en termes de pensée sur qu'est-ce que peut être un consommateur comment dire, de stupéfiants, un consommateur d'alcool. Donc ça permet à ces gens justement de mieux se repositionner, de mieux comprendre quelles peuvent être les problématiques et aussi d'identifier des choses qui sont importantes. Si on peut prendre la maladie, si on peut prendre l'alcool, des personnes qui ne savent pas par exemple que si on voit une personne le matin qui a une forte alcoolodépendance, qui tremble, des transpirations et qui ne va absolument pas bien, bah, l'idée, c'est peut-être dans la structure d'avoir 1 ou 2 bières cachées quelque part pour pouvoir justement prévenir ça. Parce qu'on sait très bien que c'est une maladie qui tue. Et ça, pour moi, c'est du détail. C'est des petites choses comme ça qui peuvent paraître du détail pour certaines personnes et qui, pour d'autres, vont avoir un vrai sens. Donc, on essaye au maximum, en fait, pendant ces 2 temps, de faire un maximum de travail. Et ensuite, on a un gros avantage, c'est que quand on intervient sur les structures, on continue à échanger avec les professionnels. Et donc, dans tous les cas, on a toujours des questions qui remontent, des questionnements, on est toujours disponible. En fait, c'est pas on arrive, on fait une sensibilisation et ensuite on fait un deuxième élément, on identifie les personnes et ensuite on disparaît. On reste techniquement toujours disponible aussi pour l'équipe avec laquelle on s'engage en partenariat à travailler pour répondre à leurs questions et leurs interrogations. Oui, si je peux me permettre, c'est cette régularité-là qui est importante. Parce que les sensibilisations, ça touche les personnes qui sont là présentement, mais le fait de venir régulièrement, ça engendre à chaque fois, même s'il y a un turnover important, les collègues entre eux de l'équipe se parlent, hein, donc ça vient questionner, ça vient voilà, amener d'autres problématiques qui vont vous être soumises et auxquelles vous allez pouvoir répondre au fil du temps aussi, et pas que sur les temps de sensibilisation. Moi j'avais une... Et on renouvelle en fait aussi... Pardon, je disais, en fait, on renouvelle aussi cette sensibilisation, en fait, idéalement tous les 6 mois, voire tous les ans, parce que vu qu'il y a un turnover dans les équipes, en fait, on est déjà arrivé sur des équipes où, au bout d'1 an, toute l'équipe avait quasiment changé. C'est assez problématique. Donc, cette présence permet aussi d'identifier ce turnover et de reposer une proposition d'échange autour de ces sujets-là. Vous avez abordé là, juste à l'instant, la possibilité d'exprimer aux équipes, en parlant de l'alcoolodépendance, la nécessité d'avoir peut-être 1 ou 2 bières cachées quelque part, d'avoir un protocole peut-être pour donner l'alcool. Ça, c'est quelque chose que vous faites depuis longtemps, de pouvoir les sensibiliser sur cette nécessité? Alors, moi, je le fais depuis que je suis dans l'équipe. Ça va faire quasiment 1 an et c'est quelque chose qui, pour moi, en fait, a du sens, qui a du sens aujourd'hui pour tous nos collègues. On peut le délirium de très mince, par exemple, il faut pouvoir aussi le prévenir parfois. Après, on a d'autres pratiques qui peuvent être assez particulières et qui peuvent surprendre. On a, par exemple, aujourd'hui un accompagnement d'une personne très alcoolodépendante qui consomme quasiment 3 bouteilles de vodka par jour. Autant vous dire que c'est énorme. Et cette personne-là, en fait, elle n'arrive pas à se mobiliser parce qu'en fait, elle fait du bridge drinking. Donc, en fait, elle les boit très rapidement. Et quand elle rentre dans son environnement familial, elle ne consomme pas du tout. C'est vraiment pour s'en cacher. Et donc, ça crée des forts manques, des forts cravings, et donc des grosses problématiques, et notamment aussi des problématiques à se mobiliser pour faire ses papiers, voilà, pour être socialement à peu près au fait. Et donc, cette personne-là, on lui a recommandé, ça fonctionne en fait, en attendant de pouvoir aller en cure, parce qu'elle va avoir un enfant et qu'elle doit aller en cure, de consommer 1 verre toutes les heures, de manière à maintenir son taux d'alcoolémie en fait dans son sang, de manière à ce qu'elle ne tremble pas et qu'elle ne se mette pas à transpirer et qu'elle n'ait pas de problème, et qu'elle soit toujours encore mobilisée pour pouvoir faire les choses. Parce qu'en consommant comme ça, elle n'est pas bourrée, si on peut utiliser ce mot-là. Elle est juste à son taux nécessaire pour pouvoir être normale et bien mobilisée. Voilà un petit peu comment on aborde un peu certaines problématiques. Il n'y a rien de binaire en addictologie. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses.
J'avais une question qui est assez connexe avec ce que vous êtes en train d'évoquer. C'est la notion d'urgence pour les partenaires avec lesquels vous travaillez, qui est parfois, vous n'avez peut-être pas la même lecture entre la dicto et les lieux d'hébergement sur ce qu'est une urgence. Et je me demandais comment vous évaluiez l'urgence, comment vous l'accompagnez et concrètement, comment ça se discute avec les partenaires. En fait, pour nous, il n'y a pas d'urgence. Voilà. Pour nous, il n'y a pas d'urgence. La temporalité est extrêmement importante et l'urgence n'est relative qu'à la personne qui l'exprime. C'est notre manière de travailler. Donc, généralement, quand on propose un rendez-vous, quand on peut avoir la possibilité de suivre quelqu'un, il peut se passer 3 semaines, 1 mois avant qu'on rencontre cette personne. On est aussi sur le principe de ne pas avoir une demande de rendez-vous à travers les professionnels, mais que ce soit la personne elle-même qui se mobilise à prendre un téléphone et à nous appeler pour déjà discuter avec elle et faire une première prise de contact et s'assurer que c'est bien elle qui veut impérativement nous rencontrer pour pouvoir engager quelque chose. Donc, si par exemple on nous appelle du jour au lendemain pour dire « Oh là là, il faut venir vite, il y a monsieur… » Non. Et parce que sinon, on s'inclut dans quelque chose qui peut être extrêmement problématique, déstabilisant et nous mettre dans une position très délicate, quoi. D'accord. Et j'ai une autre question. Vous parliez tout à l'heure que vous avez déjà un peu observé des résultats sur ce travail, notamment sur les pratiques. Est-ce que ces résultats ils vont jusqu'à modifier les règlements intérieurs ou les projets d'établissement des structures avec lesquelles vous travaillez sur la question de l'autorisation des consommations, par exemple? Alors, c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde, mais aujourd'hui, je n'ai pas connaissance de modifications aujourd'hui au sein de structures. Alors, le CHU d'Arcy travaille comme ça, par exemple, parce que c'est Aurore aussi, même si on est 2 structures différentes, on fait partie effectivement de la même association. Donc, s'il y a peut-être eu effectivement des modifications au sein du CHU d'Arcy, mais je n'ai pas connaissance d'autres modifications apportées par ce type d'intervention. D'accord, merci. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. On peut hésiter aussi même. Non, pas forcément. Mais du coup, moi, je voulais rebondir un peu peut-être sur la notion d'urgence, etc. Parce que c'est vrai que, comme vous dites, il n'y a pas forcément d'urgence. Est-ce que vous faites une distinction peut-être entre l'urgence qui a accompagné? Parce que c'est vrai que là, on peut se dire qu'il n'y a effectivement pas, il y a jamais vraiment d'urgence à la minute à lancer un accompagnement. Mais peut-être l'urgence, dans la gestion des situations, voilà, quand il y a par exemple… La non-assistance à personne en danger, par exemple, ça c'est évidemment une urgence. Non, ça, on ne s'engage pas là-dedans. Évidemment, si on a quelqu'un qui a une grosse problématique, qui est à côté, qui est en train de décompenser, qui ne va pas bien, heureusement qu'on a une infirmière, heureusement qu'on a des médecins à côté, là il y a une urgence. Il y a du somatique, il y a un danger pour la vie de la personne. Évidemment, on va gérer cette urgence-là. Mais l'urgence de l'accompagnement, on ne considère pas d'urgence en fait dans l'accompagnement parce que justement, ça fait partie du principe même de la qualité de l'accompagnement, de ne pas être dans l'urgence. Alors, il y avait Laetitia aussi. Ouais, pour rebondir sur l'urgence, je pense qu'on ne peut pas avoir la même notion d'urgence en étant spécialiste de la dicto, que ce soit en XAPA, ambulatoire ou avec des hébergements. Et quand on est professionnel d'un lieu d'hébergement qui n'a pas cette spécialité. Pour être un petit peu sur d'autres secteurs avec le SAMU social de Paris, où il y a tout un travail qui se fait aussi sur leur lit halte soins santé, on se rend compte que les équipes, elles sont extrêmement démunies quand elles sont face à des personnes qui consomment et qu'en fait, leur urgence, c'est aussi comment on répond à l'instant quand on est face à une personne qui, comme elle est en manque, devient peut-être agressive ou alors s'isole et on ne la voit plus revenir pendant quelques heures et qu'est-ce qu'on fait de ça? Et je pense que la notion d'urgence ne va pas être la même en fonction des personnes qui travaillent dans les centres d'hébergement et nous qui sommes dans l'accompagnement où on se dit effectivement, on commence notre prise en charge dans 15 jours, il va vivre 15 jours avec son addiction supplémentaire. De la même manière, ça ne changera rien à son existence. Et je pense qu'il faut quand même qu'on ait conscience que
dans les centres d'hébergement, ils sont, eux, soumis à d'autres modes de fonctionnement, et en particulier ce collectif qu'ils doivent gérer aussi, et qui n'est pas toujours facile à gérer quand on a des personnes qui consomment. Vous avez totalement raison, le quotidien. Oui. Je suis totalement d'accord avec vous. Puis peut-être, comme vous disiez aussi tout à l'heure, ça fait un peu le lien avec ce que vous disiez en termes de sensibilisation, de déconstruction de certaines idées, et peut-être que des fois, des choses qui vont être perçues comme une urgence, parce qu'au final, pas connues, en fait. Et c'est vrai que certaines situations, si on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment y répondre, et qu'on est complètement désemparé, ça va devenir on va avoir besoin d'aide immédiatement, quoi. Alors, Oui, ça puis qui... l'analyse de la pratique, comme je l'expliquais dans notre équipe ou dans les équipes aussi qui vivent au quotidien, est extrêmement utile parce que ça permet justement de prendre du recul, de la hauteur, de décharger aussi, hein, de ne pas se mettre en difficulté et surtout de ne pas être une éponge et d'absorber justement tout ce quotidien. Et dans le quotidien, la vraie problématique, c'est que quand on a 10 personnes qui ont des consommations différentes avec différents produits, qui ont comment dire, des caractères différents et qu'on engrange ça toute la journée, et qu'à un moment on se retrouve avec une situation qui peut être beaucoup plus problématique, du coup, émotionnellement, on est beaucoup plus enclin à se laisser happer par ça en considérant que c'est une extrême urgence, alors que finalement, ça n'en est pas forcément une. Donc, il y a ce côté compliqué du quotidien, en fait. Et je crois que c'était intéressant que vous évoquiez le mois sans tabac aussi. Alors déjà parce qu'on est dedans, en plein dedans. Et aussi parce que c'est vrai qu'on a pas mal travaillé sur la question entre FAS et Fédération Addiction ces derniers temps, sur tabac et précarité. Et c'est vrai que je me demandais comment est-ce que vous ameniez, parce que du coup, vous disiez que cette question-là, ça vous servait de porte d'entrée. Mais en même temps, c'est vrai que des fois, c'est aussi un facteur de sociabilisation, etc. Quelque chose qui est peu envisagé comme étant vraiment une consommation à risque. Et du coup, comment vous travaillez sur cette question En fait, je vais résumer ça même un peu plus rapidement. Il se trouve que j'ai eu longuement à côtoyer Fédération Addiction par le passé, et notamment son président, et que la manière en fait de penser de Fédération Addiction sur la vape, la précarité et le tabac, j'ai exactement la même. Donc du coup, finalement, on arrive vous avez déposé un projet qui correspond en fait au fait de proposer à plusieurs XAPA, voilà, d'utiliser la passerelle du tabac pour justement passer sur les polyaddictions, donc, et notamment en utilisant la vape. Et moi, c'est exactement la même manière que j'ai de penser. Donc, du coup, on a, au sein de l'équipe, en fait, mûri cette idée-là et on travaille, en fait, exactement calé sur quasi le même projet que celui que vous avez déposé. Ce qui est assez marrant de notre côté. Je suis désolé de dire marrant parce que c'était très drôle. Quand on a vu le projet tomber, c'était extrêmement génial. Et donc, on a la même approche que celle que vous avez déposée. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu différents. Je sais que la question du tabac, de la vape, des fois c'est envisagé comme une porte d'entrée, mais des fois c'est vrai que c'est pas forcément, justement pas du tout envisagé. Des fois ça dépend un peu des projets qui se sont montés, Oui, etc., des personnes et de leur sensibilité. C'est ça. Mais c'est vrai que nous, j'en profite pour en parler parce que mais je pense que vous l'avez vu passer, on vient de sortir un livret là qui justement permet de travailler la question du tabac dans les centres d'hébergement, Tapreosi, ça Et s'appelle. je l'ai lu entièrement et il est très bien fait. Bon, entièrement, parce que c'est vrai qu'on s'était dit mince, Entièrement, on espère qu'il n'est pas trop long. Il est très bien fait. Mais et l'idée, je J'avais pense que c'est même pu assez échanger intéressant. J'avais même pu échanger sur ce projet-là avec, j'ai oublié son prénom, la personne qui s'occupe de la rédaction, justement. Hugo Siassen aussi, peut-être. Voilà, c'est ça. Et donc, j'avais pu émettre quelques recommandations sur la partie vape, justement. Ouais, la vape, ça fait partie des choses qu'on aborde. Après, c'est vrai qu'il y avait aussi... ça fait partie des outils. C'est vrai qu'il y en a, il y en a d'autres aussi, hein. Il y a les traitements de substitution nicotinique, etc. Et c'est vrai que c'est souvent... Alors, c'était le RESPAD qui avait fait toute une enquête sur... alors, c'était tabagisme en blouse blanche.
alors c'était dans le milieu hospitalier, mais une des recommandations qu'il faisait, c'était vraiment de faire attention à la notion de dépendance quand on est soi-même professionnel fumeur. Parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir tendance à mettre la question du manque et de la dépendance de côté. Alors qu'au final, souvent les personnes en situation de précarité, une des caractéristiques, c'est que la dépendance est plus élevée que c'est des plus grands consommateurs et aussi du coup avec une plus grande dépendance. Et donc il faut être particulièrement vigilant à la prendre en charge. Et c'est vrai que là, du coup, c'est aussi intéressant, en fait, à chaque fois, on se rend compte que le parallèle avec le secteur addicteur, il est aussi intéressant parce qu'on touche à des enjeux qui sont, enfin, voilà, des savoir-faire spécifiques un peu techniques, en tout cas en termes de substitution. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant. Et une autre chose qui était ressortie pendant ce projet-là aussi, c'était vraiment le fait de faire avec la personne, avec vraiment une notion de participation en filigrane. Et je pense que c'est vrai que ça rejoint un peu, je sais pas, du coup, peut-être question pour vous aussi, comment est-ce que les personnes, quand vous construisez vos interventions, comment est-ce que les personnes prennent éventuellement part à la construction de l'intervention? Parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir un peu, en fonction des besoins qu'elles ont, voilà, pour que ce soit le plus raccord possible. Je sais pas si vous, du coup, ça fait partie de la manière de construire vos interventions aussi. Si on les rend totalement, on les rend totalement acteurs aujourd'hui, effectivement, soit de leur réduction, soit de leur contrôle de consommation, ou soit de leur sevrage. Ah, pardon, je pense. Excusez-moi. Donc oui, il y a toute une construction qui se fait autour de ça. Après, on sensibilise aussi énormément quand on fait nos accompagnements, en fait, en expliquant. C'est-à-dire qu'on n'est pas là que dans l'écoute de la personne et dans le fait de savoir qu'il y a une consommation, et dans le fait aussi de la rendre consciente, en fait, que derrière, il y a de la chimie, il y a des molécules, il y a des interactions, il y a du somatique, il y a du psychologique. Donc, bien sûr, quand la personne est vraiment disponible et capable d'entendre ça, mais on travaille vraiment aussi sur tous ces aspects pour la rendre actrice, en fait, de son changement, mais aussi lui permettre de comprendre pourquoi il faut changer et est-ce que ça peut apporter de bénéfices. On est toujours dans la balance, bénéfice-risque, dans la balance décisionnelle, la roue de Fleming, enfin. Donc on utilise pas mal d'outils, en fait, pour mettre toujours la personne au centre de son projet. Et le côté, pas imposer une solution, mais apporter toutes les informations pour que la personne puisse faire son choix. Si je peux faire une petite phrase courte, en fait, c'est grosso modo, là je parlais à titre personnel, je me considère comme quelqu'un qui a plein de clés, je vais les donner à la personne, mais je ne la tournerai jamais dans la serrure. C'est à elle de tourner la clé dans la serrure. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on voit que c'est aussi un des enjeux en termes de réduction des risques, comme on disait tout à l'heure, le côté remettre la personne au centre de son parcours. Et c'est vrai que faire la distinction entre le fait d'apporter l'information et de prendre la décision, qui sont deux choses relativement différentes, quoi. C'est vrai que de se montrer très disponible en laissant des petites des informations. Et c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup d'outils, etc., qui existent pour sensibiliser. Le mois sans tabac, c'est vrai que c'est quand même une campagne qui est vraiment accessible aussi pour, même pour des professionnels qui ne sont pas de la dictologie, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui existent qui permettent de sensibiliser les personnes et après, éventuellement, de faire le relais, la passerelle avec des tabacologues, etc. Sachant qu'en plus, de mémoire, il y avait, quand on dit présenter toutes les aides disponibles, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a forcément les partenaires locaux, mais c'est vrai que par exemple, les outils téléphoniques, ça avait aussi été identifié. Alors, c'est des études au Royaume-Uni qui prouvent que ça a été identifié comme vraiment efficace par rapport au public en situation de précarité, le fait d'avoir des rappels, etc., d'avoir la possibilité de ce genre de suivi. On oriente aussi beaucoup sur les groupes de parole. Donc, il y a la possibilité pour les personnes de pouvoir exprimer leur souffrance, en fait, à d'autres personnes et de comprendre qu'elles ne sont pas seules dans ce qui leur arrive et de voir comment d'autres personnes cheminent. Ça joue énormément. Et donc, on utilise pas mal de groupes de parole. Enfin, en tout cas, on les oriente sur des groupes de parole pour que ça puisse fonctionner, comme Alcool Addict. C'est ça, Alcool Addict. Entraide Addict, oui, pardon. Entraide Addict, qui est une association indépendante qui est
qui est vraiment très intéressante. En tout cas, le côté groupe, le côté discussion permet parfois de changer son point de vue aussi. Parce qu'on est souvent sur un public... alors nous, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est un public... on n'intervient que pour un public précaire et plus de 25 ans. Parce qu'en dessous de 25 ans, il y a les CJC, donc les centres de jeunes consommateurs. Du coup, et vu que nous sommes financés par l'ARS et que les CJC sont financés par l'ARS, on se marcherait dessus si on faisait du moins de 25 ans. Voilà un petit peu pour l'explication. Et du coup, tu m'as perturbé. Pardon, excusez-moi. Oui, voilà, donc je parlais des CJC, voilà, donc les centres de jeunes consommateurs. En plus, comme on avait une personne qui travaillait avec un public jeune tout à l'heure, oui, Valentina, oui, résident du centre des jeunes âgés de 18 à 25 ans, c'est vrai que les consultations jeunes consommateurs, c'est aussi, souvent elles sont rattachées en plus à des XAPA. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant d'identifier aussi les XAPA qui ont ce genre de dispositif, puisque c'est des... Alors de mémoire, je ne suis pas très calée sur la question des CJC, parce que j'ai d'autres collègues qui travaillent dessus, mais il me semble que c'est du coup des consultations qui sont... qui ont aussi les mêmes, qui sont destinées du coup en particulier à ces personnes-là et qui sont qui garantissent aussi un accueil confidentiel, libre, gratuit. Et donc c'est vrai que ça peut être intéressant pour ces jeunes-là parce que c'est des professionnels qui sont habitués à recevoir ce type de public, quoi. Oui, puis c'est un public très difficile aussi. C'est bien spécifique. Oui, tout à fait. Alors je sais pas s'il y avait d'autres questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Non, pas forcément. Parce que déjà, merci Mickaël pour la présentation très intéressante de ce dispositif. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant, je trouve, de voir ce qui ressort. Moi, ce que je retiens, après, c'est très personnel, chacun retient des choses différentes, mais je trouve que le côté sensibiliser, déconstruire certaines idées reçues, et ça donnait aussi l'idée que... Après, c'était aussi plus fluide, j'avais l'impression, dans ce que vous disiez, une fois qu'il y a ce travail de fait sur la déconstruction de certaines idées reçues, le fait de mieux comprendre de quoi on parle, comment ça se passe, ça permet aussi, en tout cas, l'impression que ça donnait, c'était que ça permettait d'amorcer plein de choses par la suite. Et c'est vrai que c'est un travail intéressant à faire. Nous, ça va être un de nos gros chantiers à venir dans les mois qui viennent, sur tout ce travail autour des formations. Parce que c'est vrai qu'un des points très intéressants quand on commence un partenariat de coopération, quel qu'il soit, c'est aussi le fait de faire... On parle souvent de formation croisée, parce que l'idée, c'est pas forcément d'avoir que dans un sens les professionnels de la dicto qui viennent présenter leur propre dispositif, mais aussi d'avoir vraiment un échange, chacun sur ses spécificités, les idées reçues de part et d'autre, pourquoi est-ce que ce qui est considéré comme une urgence par certains n'est pas par d'autres. Voilà, des fois des points qui ne sont pas forcément identifiés comme étant des virées différentes. C'est vrai que quand on se rend compte, ça permet aussi de fluidifier un peu la coopération, pour que ce soit un peu moins, qu'il n'y ait pas moins d'accroche, etc. Je trouve ça intéressant de revenir là-dessus. Et du coup, juste pour conclure avec Fanny, on voulait juste vous redire, enfin Fanny, Clotilde et Laetitia d'ailleurs, on voulait juste vous représenter un peu, redire les outils qui existent pour que ce soit plus simple de construire ces coopérations. Il y a le guide Travailler ensemble qui date de 2015, mais qui permet quand même d'identifier un peu les grands axes de travail quand il s'agit d'avoir des coopérations autour de la réduction des risques. Il y a évidemment la cartographie, si jamais vous n'avez pas encore rempli, bien sûr, c'est toujours possible de le faire. Et n'hésitez pas à aller voir dessus si vous voulez. Bon, là, on a eu le témoignage de Mickaël, mais si vous y avez d'autres initiatives qui vous intéressent, c'est aussi fait pour que vous puissiez contacter d'autres structures éventuellement. Et il y a aussi, je vais laisser peut-être Clotilde en parler, il y a une newsletter Addiction et précarité en Île-de-France. Oui, alors c'est une newsletter qui est trimestrielle, voire semestrielle pour l'instant, mais qu'on espère pouvoir multiplier, qui a été mise en place avec la Fédération Addiction au niveau régional.
entre la FAS et la Fédération Addiction, et qui vise en fait à contribuer à créer une culture commune entre le secteur de l'addictologie et de la réduction des risques et le secteur de la lutte contre les exclusions, en diffusant des informations qui peuvent concerner les deux secteurs, en faisant aussi des focus sur certains dispositifs et certains projets, et puis en diffusant bien sûr l'actualité du partenariat entre la Fédération des acteurs de la solidarité et la Fédération Addiction. Et je vais essayer de vous retrouver rapidement le lien d'inscription à la newsletter pour, si certains ne la reçoivent pas, pour être dedans. Je pourrais la mettre aussi. Ce que je fais en général, c'est que je renvoie un mail à la suite du webinaire. Et dedans, il y a une liste des outils qui existent sur la question. Donc notamment ce guide Travail ensemble, la cartographie. Donc je pourrais mettre aussi la newsletter. Je pourrais mettre aussi le renvoi vers le guide Tapré parce qu'il n'existait pas encore quand on a fait il n'était pas encore édité quand on a fait nos premiers webinaires, mais maintenant c'est le cas. Voilà, donc on pourra vous présenter tout ça. Enfin, du coup, n'hésitez pas à ouvrir le mail que je vais vous envoyer, chose qu'on ne fait pas forcément souvent après un webinaire, mais pour une fois, ça peut valoir le coup. Et de toute façon, je pense qu'il y aura aussi voilà, d'autres supports à revenir. On ne sait pas encore lesquels parce qu'on n'a pas encore finalisé toute l'analyse de l'état des lieux, des webinaires, etc. Mais la dernière phase du projet, normalement, il y aura aussi, voilà, on espère des choses qui pourront vous être utiles. Voilà, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous renvoyer du coup voilà, un dernier mail avec un récapitulatif des outils. Voilà, Clotilde vient de mettre l'inscription à la newsletter. Donc, si vous voulez vous inscrire à la newsletter pour l'Île-de-France, vous avez le lien en parallèle. Voilà, donc n'hésitez pas, avec Fanny, on reste disponible aussi pour toute question, y compris si vous avez voilà, des questions qui vous viennent à la suite, etc., des besoins de ressources, d'outils. Enfin, nous, on est toujours là pour ça. Et voilà, merci beaucoup à tous, et particulièrement à Mickaël et son équipe qui ont bien voulu accepter qui sont prêtés à l'exercice du témoignage aujourd'hui. Je vous mets un petit lien, parce que on est toujours preneur des retours sur ces webinaires. Donc je vous mets un petit lien si vous voulez nous donner votre avis. Nous, ça nous sert aussi d'une fois sur l'autre pour qu'on sache un peu voilà, comment les améliorer au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à leur répondre, y répondre. Et puis voilà, merci beaucoup encore à tous. Et puis voilà, je vous invite à ouvrir le mail que je vous enverrai si vous voulez avoir les outils qu'on a cités aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à tout le monde.